dans cette nouvelle vidéo. Si vous avez l'œil, vous verrez que le décor a légèrement changé. En effet, je viens à peine de déménager, ce qui explique donc le délai entre mes dernières vidéos. J'en suis navrée, en plus j'avais quelques vidéos assez sympathiques à sortir. Mais voilà, je suis donc ravie de vous accueillir dans ce nouveau lieu. Et cette vidéo-là, je tenais vraiment à la tourner avant les autres. Pour quelle raison? Parce que je la tourne le 14 février. Et c'est donc le jour de la Saint-Valentin. J'avais très envie de vous faire cette petite vidéo relatant ce qu'on appelle le massacre de la Saint-Valentin. Alors, le massacre de la Saint-Valentin, c'est un événement qui s'est déroulé le 14 février 1929, en pleine période de prohibition, entre la mafia irlandaise et la mafia italo-américaine. Petit récap, le Chicago Outfit était dirigé à l'époque par Johnny Torrio, qui étendait sa domination sur les quartiers sud de la ville, se heurtant au passage au North Side Gang dirigé par l'Irlandais Dean O'Banion. Au départ, Torrio tenta la diplomatie avec lui, mais sans succès. Une sombre affaire de rachat de brasserie mit le feu aux poudres entre le nord et le sud de la ville. Torrio, pour régler son problème, ordonna donc l'assassinat de Dean O'Banion, opération réussie mais qui déboucha toutefois sur une guerre des clans entre les amis d'O'Banion, dont Bugs Moran, retenez bien ce nom, et Torrio. En janvier 1925, ce dernier fut gravement blessé par Bugs Moran et échappa de peu à la mort. Une fois rétabli, il purgea une peine d'1 an de prison pour violation de la prohibition. Après avoir purgé sa peine, il décida de raccrocher et de prendre sa retraite en Italie. Avant cela, il désigna son successeur qui n'était autre que Al Capone. Donc, de 1924 à 1930, Chicago acquit une réputation d'anarchie et de violence qui coïncidait avec le règne d'Al Capone, alias Scarface. Al Capone a consolidé son contrôle sur la plupart des rackets de Chicago en zigouillant ses rivaux. Ainsi, le 14 février 1929, aux alentours de 10h30, dans un garage situé au 2122 North Clark Street, au nord de Chicago, 7 individus affiliés à George Bugs Moran, l'ennemi irlandais d'Al Capone, ont été liquidés. Une équipe composée de 4 individus, dont 2 déguisés en policiers, a été aperçue descendant d'une Cadillac et pénétrant dans le bâtiment. À l'heure actuelle, leur identité reste encore inconnue. Prétextant un contrôle de police, les 7 hommes seront alignés contre un mur avant d'être criblés de balles. Pas loin de 70 cartouches ont été tirées. 70 pour 7 hommes, ça fait quand même un paquet de cartouches. Les victimes, je vais vous les énumérer. Excusez-moi par avance pour la prononciation, vraiment. Donc il s'agissait de Peter Gusenberg et son frère Frank, tous deux membres du clan Moran, Herbert Kachelek, également un des membres du clan Moran mais assez bien placé. Nous avions aussi Adam Heyer, gestionnaire comptable du clan Moran, Reinhard Schwimmer, ancien opticien qui avait fini par rejoindre le clan Moran, John May, le mécanicien auto du clan, et pour finir, Herbert Wenshank, le teinturier de Bugs Moran qui ressemblait énormément à son patron. C'est d'ailleurs l'étrange ressemblance entre ces deux-là qui signale l'arrêt de mort des individus dans l'affaire. Car les faux policiers pensaient vraiment que leur cible principale, c'est-à-dire Bugs Moran, avait rejoint la scène et qu'il s'agissait donc du signal pour passer à l'action. Témoin indirect du massacre, Highball, le chien de John May, a dû être euthanasié car beaucoup trop traumatisé par le massacre. Ce sont des policiers du 36e district de Chicago qui, une fois arrivés sur place, ont découvert le carnage et l'unique survivant, Frank Gusenberg. Ils l'ont alors pressé de raconter les événements, mais il prétendait, malgré ses 14 impacts dans le corps, que personne ne lui avait tiré dessus. Il finit par mourir quelques heures plus tard, sans jamais avoir dit un seul mot. Bugs Moran a échappé à la tuerie de quelques minutes. Il était en effet en route pour le garage lorsqu'il s'arrêta pour prendre un café au Circus Café. Et ce sont ces quelques minutes qui lui permirent d'échapper à la mort.
Pour l'anecdote, quelques jours plus tard, Moran aurait déclaré aux journalistes « Seul Capone tue comme ça », tandis que Al Capone, de son côté, aurait déclaré « Le seul homme qui tue comme ça est Bugs Moran », ce qui pointe un peu plus vers Al Capone sans toutefois l'incriminer complètement. Bien que ce massacre ait marqué la fin d'une période tumultueuse entre les deux organisations criminelles qui se livraient une féroce rivalité, c'est également ce qui a marqué le début de la chute d'Al Capone et peu à peu celle de Moran. La période de la prohibition, inaugurée en 1920 par le 18e amendement, avait considérablement augmenté les revenus du crime organisé par le biais de la contrebande d'alcool, des fameux speakeasy, du jeu ou encore de la prostitution. Par exemple, les revenus d'Al Capone provenant de ces activités étaient estimés à 60 millions de dollars par an. En 1927, sa valeur nette était d'approximativement 100 millions de dollars. Avec une organisation très efficace, des revenus astronomiques et son côté impitoyable vis-à-vis de ses rivaux, Scarface était devenu l'ennemi public numéro 1. Mais ce fut le massacre et les nombreuses pistes menant à Capone qui firent que le gouvernement s'intéressa à lui. Assigné à comparaître en mars 1929 devant un grand jury, mais ne s'y présentant pas, les autorités fédérales déclenchèrent alors une enquête. En effet, le département du Trésor public américain avait lancé une enquête sur Al Capone pour évasion fiscale et il fut arrêté pour ce motif grâce au fameux intouchable. Les Incorruptibles étant la traduction adéquate du titre du film The Untouchables, basé sur l'histoire vraie du groupuscule en question. En octobre 1931, il fut condamné à 11 années de prison ferme et incarcéré à Atlanta, puis à Alcatraz. Libéré en 1939, il rendra son dernier souffle chez lui, en Floride, en 1947, à la suite d'une longue maladie. En 1967, le garage du 2122 North Clark Street a été démoli, puis transformé en parking. De nombreuses briques du mur ont été conservées, achetées puis revendues avec certificat d'authenticité par un homme d'affaires canadien du nom de George Patey. À sa mort, sa nièce, ayant reçu le restant du mur en héritage, décida de le vendre au Mob Museum de Las Vegas. Le mur est quasi complet, à l'exception d'une dizaine de briques manquantes. C'est pour ça que j'emploie le terme quasi. Ce qui signifie que si vous en avez l'occasion un jour, vous pouvez voir les briques avec les impacts de balles exposés dans ce fameux musée consacré au crime organisé. Personnellement, je rêve d'y aller, donc je vous invite à le faire si vous en avez l'opportunité. Il semblerait toutefois qu'un groupuscule baptisé les American Boys, je ne parle pas de la chanson, soit responsable ou du moins fortement impliqué dans ce massacre ainsi que dans le meurtre de Frankie Yale, le boss de la mafia de Brooklyn. Cette info est à prendre avec des pincettes car l'existence même des American Boys n'a jamais pu être prouvée. Même si, selon Georgette Winkler, la veuve de l'un d'entre eux, ce groupe était une sorte de commando de bras armés utilisé par Al Capone pour les missions musclées. C'est périlleux, je sais, voilà. 2 mitraillettes Thompson ont été retrouvées plus tard chez un certain Fred Burke et ont permis de faire le lien entre le meurtre de Yale et le massacre de la Saint-Valentin. Pour info, ce Fred Burke était lié à Winkler, dont la femme s'est exprimée dans pas mal d'affaires et que j'ai cité également précédemment, ainsi qu'à Jack McGurn, alias la sulfateuse. Ce fameux McGurn était selon les rumeurs l'auteur du massacre de la Saint-Valentin ainsi que du meurtre de Frankie Yale. Même si officiellement il ne fut pas reconnu comme tel, Bugs Moran en était intimement persuadé et c'est pour cette raison qu'il commandita son assassinat pour le 15 février 1936 en représailles du massacre de 1929. Malgré toutes ces informations, les différents liens, débuts de preuves et autres, le massacre de la Saint-Valentin demeure encore à ce jour un grand mystère non élucidé. En effet, de nombreuses pistes
pointe dans la direction d'Al Capone, mais sans réelle preuve de son implication. Le caractère violent et énigmatique de cet événement exercera une influence certaine sur la pop culture. Par exemple, une scène du film Scarface, l'original de 1932, évoque le massacre. Don't you know it's Valentine's Day? Oh, yeah. I forgot. Come on, line up, you guys. Over there. All 7 of you. What's the gag? Is the heat on? Plenty. Face the wall. Put your mitts up. All of you. Tandis que pour les fans de Disney, oui, vous m'avez bien entendu, une partie de l'attraction The Great Movie Ride, située à Disney à Orlando en Floride, se transpose dans les années 20 à Chicago et présente une fusillade avec une voiture de mafieux comportant l'immatriculation 021429, c'est-à-dire 14 février 29. D'ailleurs, il paraîtrait même que ce massacre aurait également inspiré John Deacon, le bassiste de Queen, lors de l'écriture de Another One Bites the Dust. Et pour conclure là-dessus, celles et ceux qui connaissent la franchise GTA, dans le 5e volet, un pack spécial Massacre de la Saint-Valentin a été proposé aux joueurs, contenant une Cadillac noire, un Tommy Gun, c'est-à-dire un pistolet mitrailleur Thompson, et des tenues des années 20. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Merci à vous, puis à bientôt!